pour clore notre journée, proposer un petit échange rapide jusqu'à 18 h. Je vais proposer à Bernard Mousselem de vous parler de neuroplasticité pour parler de comment éviter le déclin cognitif. Et ensuite, Pascal Lefebvre parlera du vieillissement jusqu'au 4e âge. Et Pierre et moi, on bouclera la journée avec notre vision dans l'esprit de nos présentations antérieures. Merci Bernard. Merci de me donner la parole. Ce qu'il faut savoir à propos du développement cérébral, c'est qu'il obéit à peu près aux mêmes règles que le développement musculaire. C'est-à-dire que si on veut éviter le déclin cognitif, eh bien, il vaut mieux s'entraîner toute sa vie. De la même façon que si on veut rester en bonne forme musculaire, ça ne va pas être à 80 ans qu'on va se mettre à faire du sport. C'est ce qu'on appelle la notion de réserve cognitive, c'est-à-dire qu'on va développer dans son cerveau des tas de petites connexions qui vont faire qu'on va avoir une forêt neuronale qui va être beaucoup plus dense et que donc on va pouvoir affronter cette usure due à l'âge. Et je vous donnerai un seul exemple. Il y a une étude qui a eu lieu aux États-Unis, à Milwaukee et Baltimore. On a étudié des bonnes sœurs sur 60 ans. On a étudié l'évolution de leur santé mentale et physique sur 60 ans. Et on s'est aperçu, donc à la fin, elles ont donné leur corps à la science, et on s'est aperçu que beaucoup de ces femmes qui étaient décédées très âgées avaient dans le cerveau des signes de la maladie d'Alzheimer. Sauf qu'elles n'avaient aucun symptôme. Elles étaient très vives. Elles ont, jusqu'à leur décès, elles ont vécu de façon très dynamique. Elles étaient très actives. Elles avaient de la mémoire. Elles avaient des interactions. Mais quand on regardait leur cerveau, elles avaient les mêmes lésions que d'autres personnes qui avaient une vraie maladie d'Alzheimer. Donc pourquoi ? Eh bien, parce que ces personnes-là avaient développé justement leur réserve cognitive, c'est-à-dire qu'elles avaient une vie mentale et physique très active et qu'elles ont pu éviter le déclin cognitif grâce à leur activité mentale. Mais une activité toute une vie. Donc plus on commence tôt, mieux c'est. Et en partant de là, on va se demander qu'est-ce qui peut faire pousser nos neurones et éviter ce déclin cognitif. Eh bien, on va retomber sur les mêmes conseils que ce que vous avez entendu toute la journée, c'est-à-dire que les conseils de bien-être et d'équilibre physique sont les mêmes conseils qui vont faire pousser nos neurones. On a des facteurs de croissance neuronale. On appelle ça BDNF, il y a d'autres facteurs, enfin, il y en a un qui s'appelle BDNF, et ce facteur de croissance neuronale, ce fertilisant des neurones, va obéir à peu près aux mêmes règles que le bien-être physique, c'est-à-dire que faire de l'exercice physique, ça va faire pousser nos neurones, faire de l'exercice mental, ça va faire pousser nos neurones, avoir des interactions avec les autres, ça va faire pousser nos neurones, avoir une hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation, les pauses, ça fait pousser nos neurones. Avoir des activités mentales très variées, les plus variées possibles, ça fait pousser aussi nos neurones. Et avoir des interactions sociales et être capable de réguler ses émotions, ça fait aussi pousser nos neurones. Donc vous voyez, on retombe toujours sur les mêmes données. Et les gens qui vieillissent bien sont des gens qui ont une activité mentale très active, des interactions sociales très actives et une activité physique aussi très active. Donc vous voyez, tout se tient. Et donc quand on s'occupe de son corps, quand on s'occupe de son mental, eh bien on va retarder le déclin cognitif. Et il n'y a pas de fatalité. Alors il y a des gens qui vont avoir des facteurs de risque, bien entendu, familiaux. Il y en a d'autres qui en ont un peu moins.
mais le fait d'avoir cette activité, ça va retarder le déclin cognitif et faire que les symptômes vont, au lieu d'arriver à 70 ans, ils vont arriver à 90 ans par exemple. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a du pouvoir sur notre cerveau. Et ça, ce déclin dépend un peu de nous, pas complètement, mais en grande partie. Pascal, ça serait bien que tu partages avec nous ta compréhension du vieillissement avancé et ton regard, ton expérience personnelle sont tout aussi intéressantes que ton expérience professionnelle, donc lâche-toi. Oui, on pourra le passer, oui, il y a une petite vidéo à mettre. Donc Pascal Leflemme, j'ai 68 ans, puisque tout le monde donne son âge, et j'ai dirigé des EHPAD pendant 37 ans et demi, retraité depuis 2 ans, je n'ai pas pu partir quand je voulais, le Covid m'en a empêché, je ne voulais pas laisser ni les salariés, ni les résidents, ni mes collègues, j'assure la présidence de l'ensemble des directeurs de la Savoie, et des responsabilités au niveau national aussi pour soutenir les collègues qui démarraient et qui voyaient cette vilaine session nous tomber dessus. Donc, un des grands tournants de ma vie, après avoir passé par l'école de la santé à Rennes et avoir été inspecteur d'AS pendant quelques années, j'ai voulu diriger des EHPAD et j'ai eu la chance de diriger 2 très beaux établissements, 2 seulement, 12 ans dans l'Allier, premier directeur laïque d'une maison d'appartement religieuse et 26 ans au Château des Marches, tout près d'ici. Donc l'ancien orphelinat pour filles de la Savoie, hein, pour les Savoyards que vous êtes. Les garçons étaient au bocage et les petites filles étaient... donc le frère et la sœur dirigeaient chacun l'orphelinat, Monseigneur Costa Borga, celui des garçons, et sa sœur religieuse dirigeait l'orphelinat pour filles donc, au Château des Marches, qui est donc ensuite devenu une maison de retraite pour les sœurs elles-mêmes qui vieillissaient et pour les religieuses qui voulaient donc vieillir dans l'établissement et pour les laïcs qui ont commencé à être accueillis. Et donc ensuite, comme elles étaient âgées, elles ont confié la gestion de la maison à une association lyonnaise qui s'appelle Santé et Bien-être, donc ça va aussi dans le thème, même si le nom a changé maintenant. Et donc le grand tournant pour moi, ça a été de l'arrivée d'une infirmière en 2006, cadre de santé à l'hôpital de Chambéry, très bon niveau, femme exceptionnelle, avec qui j'ai encore des contacts, qui m'a dit, moi je veux bien venir comme simple infirmière chez vous, à une condition, c'est que vous me laissiez mettre en œuvre une méthode que j'ai vue à l'hôpital de Chambéry, où on a eu quelques heures d'enseignement, et qui me plairait de voir à l'échelle d'un établissement comme un EHPAD, puisque c'est surtout avec la résidence Alzheimer que cette méthode porte ses fruits. Donc ça s'appelle l'humanitude. C'est une philosophie, une méthode, une technique qui a été enseignée, enfin qui a été élaborée par des professeurs de sport au départ, d'activité physique pour les personnes âgées, qui ont été assez étonnés de voir que finalement les soignants avaient un peu l'habitude de faire à la place d'eux, et qu'il y avait encore énormément de capacités chez chacun d'entre nous, des personnes qui étaient hébergées, pour pouvoir évoluer sereinement et retarder le plus possible l'arrivée de la perte d'autonomie. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir trouver les budgets et d'avoir un budget de formation pour que tous les salariés soient formés vers ces méthodes basées sur le regard, la parole, le toucher et la verticalité, qui sous-entend qu'on perd un petit peu de temps au départ de la relation pour être sûr que le résident, même désorienté, ait compris le soin qu'on allait lui faire et l'ait accepté. Et ce temps perdu va être récupéré ensuite par un soin de meilleure qualité et qui va être mieux accepté par rapport à des gens qui souffrent, qui griffent, qui mordent, qui crient, mais qui vont curieusement être apaisés. C'est le fruit de la formation qu'il démontre. La formation dure 4 jours. Le premier jour, la formatrice va écouter les salariés se plaindre de comportement de monsieur un tel ou de madame une telle. Elle va écouter calmement, sereinement, comme vous le feriez vous-même. Et puis le deuxième jour, elle va aller auprès de ses résidents difficiles, et avec elle, ça va bien se passer. Donc, un peu de vexation du côté des salariés qui sont un petit peu surpris. Et puis le troisième jour, ils vont appliquer les méthodes que la formatrice a montrées. Et le quatrième jour, elles pleurent parce qu'elles disent pourquoi, je dis excusez-moi, c'est souvent des soignantes, elles pleurent parce qu'elles disent pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Comme vous disiez si bien ce matin, ça n'est pas enseigné dans les écoles, ni dans l'école d'infirmières et des soignantes. On est sur le savoir-être, beaucoup plus
que les choses qu'on enseigne actuellement. Et en fait, le résultat le plus concret que je puisse connaître, c'est quand le médecin de la Sécurité sociale venait chaque année faire le bilan de nos consommations médicamenteuses, et c'est un établissement où il y avait 3 fois moins de psychotropes, antidépresseurs, hypnotiques que dans les autres EHPAD. Et quand il me demandait pourquoi, je ne pouvais pas répondre à sa place. Je ne pouvais que dire que cette méthode me semblait être à l'origine de ce résultat, qui est une approche non médicamenteuse, comme j'aurais dû vous le dire depuis le départ. Donc voilà, c'est une méthode qui va vers le seul label de bientraitance qui existe en France actuellement. Il y a seuls 33 établissements ont réussi à l'obtenir, dont un en Belgique et un à Luxembourg. En tout cas, si vous tapez Humanitude, vous comprendrez mieux quelle est l'approche. Il y a un tout petit document de 2 minutes qui vous permet de vous en rendre compte, puisque une réalisatrice a voulu faire un film dans l'établissement pour montrer ce que ça pouvait apporter. Et c'est un film qu'elle a intitulé Et guérir de tendresse, et qui a été passé au niveau national sur la 5 à 2 reprises il y a 5-6 ans. Et il y a la bande-annonce qui est très courte et qui parlera mieux que je le ferai. Je peux vous laisser le lancer. Oui. Près de Chambéry, en Savoie, dans le joli village des Marches, se trouve le foyer Notre-Dame, un EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Depuis 2006, la direction a choisi de former la 60aine de salariés à une méthode de soins nommée Humanitude. Ce terme désigne tout ce qui fait que l'on se sent appartenir au genre humain. L'être humain, c'est une globalité, et que plus on permet aux personnes d'avoir de l'information, surtout dans le mouvement, plus ils pourront entretenir tout ça. Donc c'est très lié, l'intelligence sensoromotrice et l'intelligence conceptuelle. Ça veut dire que plus on bouge et plus on entretient ça. Je vais ça va là. Maintenant, c'est la pause. Vas-y. Quand le cerveau est touché par une maladie neurodégénérative, ses fonctions cognitives sont atteintes. Par chance, au cœur du cerveau, le cerveau limbique, centre des émotions et de la mémoire affective, lui, reste intact jusqu'au dernier souffle. Le contact physique, la tendresse a certainement un impact sur une personne normale, comme quelqu'un qui a un problème cognitif en tant que tel. Voilà, c'est le médecin qui s'occupait de Michael Schumacher, que vous allez voir là, médecin suisse de la clinique. Et voilà, donc le film, vous pouvez le retrouver sur YouTube, je pense, si vous cherchez, il dure 58 minutes et il détaille tout ça. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Et sur YouTube, c'est sur Humanitude? C'est Et guérir de tendresse. Ah, ok. Humanitude, vous trouverez plein de choses en tapant Humanitude. Ça, c'est si vous voulez voir le film. Oui, oui. On le trouve sur YouTube. Hein. Oui. Ok. Des commentaires, des réactions. Et pour Bernard et pour Pascal. Il y avait une personne au micro à quelqu'un qui veut poser une question. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions? Vas-y, tu fais la demoiselle qui passe dans les... Donc votre prénom? Oui. Le prénom? Marie-Christine, oui. Hein? Toujours Marie-Christine. Vous voulez poser une question? Eh ben, non, Oui, Ah, j'avais compris ça, excuse-moi. Qui c'est qui voulait poser une question? Parmi le public, et puis maintenant, parmi les invités, il y a peut-être des questions avec des réponses. C'est ça qui est bien. Non, pas toujours. Oui, non, je voudrais juste réagir au film, qui est exactement la mise en pratique de ce que j'ai dit avant. Oui. C'est-à-dire que voilà, on a besoin de bouger, on a besoin d'interaction, on a besoin de faire travailler son cerveau, et à partir du moment où on s'intéresse à l'autre, l'autre va être éveillé, et donc on est vraiment en plein dans les fonctions de base du cerveau. Donc ça me paraît tout à fait logique que cette démarche soit efficace. Oui, merci.
Et ça peut être aussi une source d'inspiration, nous qui sommes valides, pour justement travailler ça avant d'arriver à ces âges-là. Il y a des pratiques culturelles dans certains pays, par exemple Chine et Japon, dans les traditions familiales, les petits-enfants, à table, le midi, le soir, massent les épaules des grands-parents, ou leur massent les pieds. Et donc, regardez cette connexion intergénérationnelle qui se passe dans la tendresse. En même temps, ce sont les enfants qui donnent de l'énergie aux grands-parents. On a perdu cette dimension intergénérationnelle de proximité affective. Mais il y a un certain nombre de maisons de retraite en France où on met des crèches, des jardins d'enfants dans le rez-de-chaussée, et les enfants sont heureux d'avoir des personnes âgées disponibles, souriantes, proches d'eux, et les personnes âgées sont tellement heureuses de voir de la joie de vivre, de l'élan vital, etc. On pourrait généraliser très largement, ça ne coûte rien, c'est juste rapprocher des générations. Je propose à Pierre de prendre le relais sur... Avant de laisser la parole à l'autre Pierre, je voudrais un peu aussi, par rapport au public et puis aussi au public qui nous regarde, donc revenir sur la citation d'Edgar Morin, et puis on apporte aussi un point de vue d'expert par rapport à cette citation. Quand Edgar Morin dit « Pour bien vieillir, il faut garder en soi les curiosités de l'enfance, les aspirations de l'adolescence, les responsabilités de l'adulte, et dans le vieillissement, essayer d'extraire l'expérience des âges précédents. » On a eu pas mal d'explications avec Édouard Stack tout à l'heure, mais il y a d'autres invités qui sont autour de cette table. Il y en a qui sont plutôt dans l'exercice, comme Pierre, à qui je donne tout de suite le micro, mais j'aimerais bien aussi avoir le regard du neuropsychologue que Bernard est. Neuropsychologue ? Oui. C'est bien ça. Bon, ben après. Voilà, donc je vous passe le micro, et vous voulez échanger pour vous compléter les uns les autres. Si tu t'adresses au neuropsychologue, on lui laisse la parole. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Non, alors, cette citation, effectivement, elle est frappée du bon sens. Ça me rappelle une autre citation de notre personne célèbre qui a bien vieilli, qui est Michel Serres, qui disait tous les jours, faites une lecture un peu difficile, essayez de mémoriser quelque chose d'un peu difficile aussi, c'est un des secrets du bien vieillir. Et puis il y a une autre citation aussi que j'aime beaucoup, qui est, que j'avais déjà citée il y a 2 jours, là, celle de Paulo Coelho, et c'est « Si vous redoutez l'inconnu, je vous conseille la routine, elle est mortelle. » Donc voilà, sortez de la routine, faites des tas de choses. Merci d'apporter ça, parce que moi, ça éveille chez moi la notion de plaisir aussi. C'est-à-dire que la vie est aussi un plaisir, et si ce que nous faisons n'est pas fait dans le plaisir, ou s'il est fait dans la contrainte, ben, naturellement, que ce soit de l'enfance à l'adulte, on sera toujours dans des systèmes de protection, de réaction, de séparation, en tout cas d'évitement. Et puis, ce qui est intéressant, ben, c'est que de la jeunesse vers l'adulte, on va apprendre à se déployer, on va apprendre à prendre sa place. Et puis ensuite, on va passer par tout un tas d'expériences qui vont nous construire, nous déconstruire. Et puis un jour, on va arriver vers l'âge qui avance. Et là, tout d'un coup, ben, le corps fait un peu l'inverse. C'est-à-dire que tout d'un coup, il se rigidifie. Et pour un peu qu'on ne soit pas dans une dynamique d'ouverture, de rencontre, de plaisir, et ben, tout va se figer. Et c'est malheureux, mais c'est un peu ce que à mon œil, c'est que mon regard, l'observation de ce que je vois dans beaucoup d'endroits où il y a des personnes âgées, très souvent, ben, voilà, la personne se referme sur elle, alors on est là autour, c'est sympa, on met un peu de musique, mais je pense qu'il y a 2 choses qui reprendra ce que vient de dire ici, notre ami, c'est que si on redonne la place à l'autre de sa place, y compris en tant que personne présente, moi j'étais très surpris lors de notre dernière réunion
où une personne qui était là s'est mise à parler, et tout d'un coup sa place a fait qu'elle s'est éveillée, qu'elle s'est mise en joie. Et je pense que ça amène la question de la reconsidération du soi et de l'autre, de façon à ce qu'il ait son envie de retrouver cette vie qui l'anime. Et je pense que c'est là que se trouve toute la ressource dont nous avons besoin, avec évidemment tout ce que font les personnes qui nous entourent et qui s'intéressent à cette question. Voilà, j'étais très heureux de passer ce moment et de découvrir un peu plus Édouard et vous aussi, puis mon ami Pierre, qui est toujours un grand ami. 10 ans. Quand j'ai rencontré Pierre, c'était très intéressant parce qu'on s'est connus, je ne sais plus comment, il m'a dit « il faut que je vienne voir ton cours ». Et je lui ai dit bah, « écoute, si tu veux, on peut se retrouver quelque part et puis on va manger ensemble ». Et je me suis dit « bon, qui est ce personnage ?» Et il arrive, on était sur une terrasse, et il met sa main dans mon dos, il me raconte toute mon histoire. J'ai dit « ah, si simplement en mettant la main dans le dos, il est capable de percevoir qui suis-je, alors il doit être quelqu'un de très intéressant. » Il aurait raconté, même si tu n'as pas mis la main dans le dos, je crois. Oui, je pense, mais néanmoins, j'ai apprécié le ressenti qu'il avait, et même si c'est quelqu'un qui a tellement de choses à nous partager, voilà, il faut... Merci. Et donc, c'est bien pour introduire les petites histoires de Pierre, et pour introduire, comme ça, Bernard tout à l'heure pourra nous parler des synapses, ce ciel étoilé qu'on a dans la tête, parce qu'on parle de lumière, des portes qui s'ouvrent. Et puis, en parlant des octogénaires, parce qu'on en a un à la milieu de la table, je vais poser une question non pas à l'octogénaire, je vais poser la question à un autre sexagénaire qui a juste un an de plus que moi, qui est tout au bout, à Pascal. Donc, toujours Edgar Morin qui dit dans Leçon d'un siècle de vie. Ça nous en dit long, ça déjà. Pour bien vieillir, il faut changer le regard d'une société qui disqualifie l'individu et reste sourde au drame de la conscience de la personne dite âgée, à de se sentir inutile, handicap et vieillissement, un seul et même combat douloureux. À quand les Jeux Olympiques? C'est pour ça que j'ai pensé à toi, pour les octogénaires. Est-ce que vous en avez parlé? Alors oui, je suis toujours surpris de constater que les plus dynamiques d'entre nous ont toujours fait du sport et qu'ils ont été chercher dans ces valeurs sportives les notions de dépassement de soi, d'esprit d'équipe. Et pour avoir fait du football pendant très très longtemps, d'abord dans l'Allier, quand je jouais encore, les résidents venaient le dimanche m'encourager, donc ça me touchait beaucoup. Et puis j'ai lancé dans l'Allier les Olympiades des maisons de retraite, donc toutes les semaines, toute l'année, l'oubli jeudi. C'était pas que le jour des Olympiades, hein. L'idée c'était surtout de amener les activités physiques à caractère sportif dans l'établissement. Il y avait donc entraînement sur des jeux individuels, hein, jamais de confrontation comme on l'a fait tout à l'heure, mais lancer de basket, tir au but, mini-golf, quilles et pétanque. Et puis, les premières Olympiades arrivent à Cusset et ça m'a beaucoup appris. Chaque équipe est avec son ballon, son panneau de basket et ses règles. Sauf qu'il y a un résident qui a dit « mais moi j'ai pas appris avec ce ballon, moi je joue pas ». Et on s'est aperçu qu'on les avait infantilisés en disant bah, « débrouillez-vous ». Non, l'année suivante, il y avait le même ballon pour tout le monde, des distances, le même panneau pour tout le monde. Ça a fait travailler un CAT devenu ESAT qui nous fabriquait les jeux chaque année. Et de cet établissement, on est passé à 12, 14, 18, jusqu'à 26. C'était des manifestations qui regroupaient 800 personnes, des budgets de plus d'un millier d'euros, parce que pareil, pour pas que les gens soient trop fatigués, on partait le matin, les épreuves avaient lieu le matin, il y avait un repas pour tout le monde, et puis un accordéoniste, l'après-midi, ils adorent l'accordéon, pendant qu'on tirait les résultats, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze individuelle, coupe pour chaque équipe vainqueur d'un jeu, et classement général final, qui commençait toujours par le dernier, qui était plus applaudi que les autres, pour finir par les deux premiers, quand on avait annoncé le second, évidemment, on avait annoncé le premier. Et après, j'ai reproduit ça en Savoie, il y a eu des Olympiades, notamment
au palais olympique d'Albertville. Après, je ne pouvais pas tout faire et peu de relais qui a été pris derrière par mes collègues, mais c'était pour dire que voilà, ces activités physiques, il n'y a pas d'âge pour les réaliser. Je te remercie de m'avoir permis de le dire. Et par rapport aussi, pour le micro, à ce qui a été dit ce matin, qui est douloureux à entendre, mais qui est vrai, c'est que dans les EHPAD sont remplis de gens qui voudraient tous être ailleurs. C'est ce qui rend notre travail difficile, parce qu'effectivement, ils voudraient rester chez eux. Hein, c'est pas 66%, c'est 92% des gens voudraient rester à domicile, mourir à domicile, si possible de façon brutale pour ne pas souffrir. Ça, c'est ce que chacun de nous souhaite. Moi-même, je ne veux pas aller en EHPAD, alors que je les connais, que je sais comment ça fonctionne et que je saurais à la limite où aller, mais ce n'est pas un objectif de vie. Quand ça l'est, quand une résidente, souvent des femmes évidemment, décide, notamment en situation de veuvage, de rentrer dans un EHPAD, si elle a choisi l'EHPAD et si elle a choisi d'y rentrer, ça va bien se passer, comme par hasard. Mais c'est quand on subit que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et voilà. Et ils voudraient tous être ou chez eux, ou au ciel, pour ceux qui y croient, mais pas en EHPAD. C'est le challenge du personnel, on a parlé encore beaucoup, pas encore assez aujourd'hui, de la souffrance au travail. C'est la difficulté pour le personnel, c'est de rendre ces moments les moins désagréables possibles, alors que c'est quand même des moments, c'est la fin du parcours, faut être clair. Quoi. Je suis désolé de plomber l'ambiance, de parler de beaucoup de choses très positives. Moi, je suis à la fin, hein. Je suis à la fin du parcours. Pierre, c'est à toi. La question que tu m'envoies derrière ce que tu viens de dire, c'est qu'est-ce qui serait finalement mon espace de retraite idéal? Et si on me propose quelque chose où je vis bien, où je vis avec des gens qui sont sympas et qui me font vibrer, je pense que je serais mieux que chez moi, même avec ma famille. Pourquoi? Parce que je me sentirais utile à quelque chose. Et je ne crois pas qu'un senior qui a envie d'aller chez lui se sent utile. Et donc la question que je pose, c'est est-ce qu'il faut animer les seniors ou est-ce qu'il faut faire encore quelque chose pour que eux deviennent les éléments qui donnent envie d'aller vers eux? Et c'est la grande question. Je me dis comment ces choses pourraient évoluer dans ce sens. Oui, là tu élèves encore le débat et qui me fait quand même rebondir sur celui qui est insoluble entre la notion de liberté et de sécurité. Lorsque les personnes âgées rentrent en EHPAD, c'est souvent à la demande de la famille qui pense qu'elle est en insécurité. Et qu'elle sera plus en sécurité avec des locaux adaptés. J'ai donc rénové le château. J'ai mis 12 ans à faire les travaux, à obtenir l'accord de faire les travaux dans ce bâtiment classé. Et donc c'est le bâtiment que vous voyez à droite, qui était mon ancien logement, c'était la ferme de l'établissement. Et donc ce bâtiment de droite dont j'ai obtenu la construction, ça a permis après de décongestionner les autres bâtiments, ce qui fait 4 petits services, et ça c'est gage de qualité, le plus grand faisant 24 places, alors qu'il y a 93 places au total, avec surtout une unité Alzheimer qui est les plus fermées, on dit protégée, hein, les mots ayant leur sens. Une unité protégée qui tourne, vous l'avez vu rapidement sur le film. En fait, les personnes ont besoin de déambuler librement à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et repasser forcément devant leur chambre. J'ai beaucoup travaillé ces questions, notamment en allant voir des établissements en Suisse, et je suis d'ailleurs à disposition des établissements, bénévolement, des établissements qui le souhaiteraient, pour les aider à concevoir une unité Alzheimer qui soit fonctionnelle, avec des repères sur les couleurs aussi, sur les contrastes, sur la lumière naturelle, ça c'est important. Excusez-moi, je n'ai pas répondu tout à fait, j'ai dévié un peu, mais merci. Dans mon premier mariage, on a accueilli la marraine de ma femme qui vivait seule. J'ai vécu gentiment jusqu'à 80 ans dans son appartement avec du monde pour l'aider, assez confortable. Et puis on a acheté une maison dans la forêt de Fontainebleau, et donc elle a passé plus de 7 ans avec nous. Mes enfants avaient 10 ans, 15 ans, etc. Et comme elle perdait progressivement l'équilibre, souvent mes enfants la rattrapaient par un bras quand elle était en train de perdre l'équilibre. Et en fait, on a eu à placer en maison médicalisée seulement quand elle a commencé un Alzheimer sévère et qu'elle a commencé dans la confusion. Mais je
Je pense que si elle n'avait pas été entourée d'une famille interagissant avec les autres, il serait rentré beaucoup plus tôt. Et donc, c'est assez clair que quand il y a un tissu social, des relations sociales riches, etc., on se porte mieux. Il y a un vrai impact sur la santé. D'autant plus que les aidants s'épuisent. Hein. Oui. On n'a pas parlé. C'est ça. C'est très difficile. C'est ça. Non, je voulais revenir sur un autre élément d'une autre nature, sur la place du jeu, J-E-U. Moi, j'ai beaucoup travaillé toute ma vie, je travaille encore, mais j'ai jamais vraiment bossé. Je ne fais que m'amuser, parce que je garde le sens du jeu, de la créativité, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je peux être avec des gens très importants, très influents, sur des sujets très sérieux. Mon animation sera toujours ludique. Parce que si moi je ne prends pas plaisir, ils vont s'emmerder. Et donc, être influent, c'est créer un état qui va être contagieux, et c'est une contagion positive. Si je suis dans la joie, dans la bonne humeur, dans la détente, je vais répandre ça dans le collectif. Et l'histoire que je voulais vous raconter, je suis à l'école d'application du génie à Angers, avec 18 commandants et colonels, pour travailler sur l'exercice du commandement. Et moi, ils m'ont invité pour parler de comment on dirige les gens. J'ai fait ça pendant 30 ans, j'ai écrit des bouquins, j'ai formé beaucoup de managers, mais je leur montre par la pratique avec des petits exercices de jeu collectif, de coopération, etc. Puis à la fin du séminaire, le gars qui nous recevait, qui était le colonel Compagnie, ça ne s'invente pas, hein, le directeur de l'école du génie s'appelait le colonel Compagnie. Et tenez-vous bien, son domicile privé à Paris, c'était Place des Victoires. Alors, pour un militaire, c'était vraiment génial. Puis à la fin, il me dit, je comprends pourquoi vous avez du succès dans l'entreprise. Ah bon? Vous avez remarqué quoi? Il dit, vous êtes joyeux. Et ça, c'est imparable. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, c'est communicatif. Et donc, bien souvent, c'est pas ce que vous dites, ce que vous faites, c'est ce que vous êtes qui va être influent dans les relations. Et dans toutes les relations, que ce soit dans la famille, au boulot, etc. Si vous ne prenez pas au sérieux, mais vous faites sérieusement votre boulot, mais vous mettez de la joie, dans les comportements collectifs, il y a des gens qui sont très structurés, structurants, qui vont aider le collectif à bien s'organiser. Et il y en a d'autres qui vont renforcer des relations interpersonnelles, par nature. Ils n'ont pas appris, c'est leur nature. Ils sont plus extravertis, ils sont plus dans l'empathie ou la sympathie, etc. Et donc, on peut contaminer positivement les gens autour de soi en allant en contact et en sachant regarder le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Voilà, donc soyez joyeux et vous vous porterez mieux. On va passer, comme on envisage de terminer dans 20 minutes, pour qu'à 18h, il y en a qui doivent s'échapper, je voudrais quand même qu'on aborde un dernier volet. D'un côté, on a une personne qui a une expérience d'en bas, et on a une personne à côté qui a une vision d'en haut. Donc ça peut être sympathique de relier les deux. Donc ce que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est l'aspect maladif. Parce que quand on parle EHPAD, ça veut dire établissement d'hébergement, voilà. Et non pas de soins, hein. C'est un établissement médico-social pour personnes âgées dépendantes. Pour personnes âgées dépendantes, c'était le dépendant qui m'intéressait le plus, c'était le bout de l'EHPAD. Et voilà, donc le dépendant, c'est souvent très lié... bien un acronyme. C'est très bien. Voilà. On cherche mieux. C'est vilain comme mot. Il faudra le dire ça tout à l'heure quand je vous donnerai le micro, mon ami Pascal. Mais ce que je voulais savoir, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est d'aller sur le thème de l'autonomie. Pas l'autonomie inclusive nécessairement, parce que dépendante induit autonomie inclusive. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel moment, même ces gens qui sont dans l'autonomie inclusive, on ne leur donne pas une marge de libre arbitre, c'est-à-dire une autre forme d'autonomie. Et ça, c'est plutôt à celui qui regarde le cerveau de près qui peut aussi m'intéresser. Donc, on va commencer par avoir une vision d'en haut pour revenir en bas. Donc, on va commencer par Bernard pour qu'il puisse évoquer ce sujet. Alors, quand il y a des questions compliquées comme ça, il faut revenir à des choses très simples. Et le cerveau, il fonctionne comme, je crois que c'est Pierre qui l'a dit, il fonctionne avec le plaisir, hein, d'abord, et puis éviter la douleur aussi. Ces deux sont deux réseaux qui prennent le pas sur tous les autres. Et donc, plus on a des personnes diminuées, et plus on va être dans l'émotion.
plus il va falloir gérer, donner envie d'avoir des plaisirs de toutes sortes. Hein. Ça peut être des plaisirs matériels, des bonnes choses, mais ça peut être aussi un sourire, ça peut être un contact, une relation, raconter une histoire. Donc tout ça, ça active ce réseau de la récompense. Et puis le réseau de la douleur, de l'évitement, de la peur aussi. Donc limiter au maximum la stimulation de ce réseau. Et Dieu sait que quand on est malade ou diminué, on a des raisons d'avoir des douleurs ou des peurs. Et donc là, on va essayer de limiter au maximum ces éléments-là. En fait, toute notre vie passe par cette évaluation. On a tous cette évaluation animale. Hein. C'est une évaluation animale. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Donc j'y vais. Et qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? J'évite. C'est aussi simple que ça. Enfin, c'est très compliqué, mais en fait, dans le principe, c'est très simple. Et donc, quand on a affaire à des personnes qui sont diminuées ou souffrantes, eh ben, le principe, ça va être de leur apporter de la gaieté, de la joie. Et aussi de limiter au maximum les souffrances. Pour limiter les souffrances, on est quand même bien aidé par la pharmacologie, mais aussi on peut agir aussi au niveau psychique, puisque la douleur a une grande partie psychologique. Et donc voilà, on va agir toujours sur ces deux valeurs-là. Et puis on va agir aussi sur le fait de mettre les gens en énergie, les mettre en mouvement. Donc là on est aussi dans l'émotion, hein, ex movere. Et donc de mettre ces gens autant que possible dans le mouvement, qu'il soit un mouvement physique ou un mouvement mental. Et après, faut mettre tout ça en musique. Et donc là, je me tourne vers les gens qui sont plus sur le terrain. C'est ce que j'allais proposer de faire. Merci. Oui, très intéressant d'entendre un médecin évoquer la notion de plaisir, tellement il vous est arrivé d'entendre d'autres qui disaient que certaines choses étaient interdites. Je fais allusion... Alors, ça, je l'ai appris non pas en tant que médecin, mais grâce à mon master en neuropsychologie. Et j'ai découvert à 50 ans des tas de trucs qu'on m'avait jamais appris en médecine. La neuropsychologie concernant quand même les médecins. Non, c'était... Ah non, on peut être neuropsychologue sans être médecin? Non, c'était une formation de recherche en neuropsychologie. C'était des psychologues et des biologistes et des neurologues qui faisaient cette formation. Mais en tant que médecin, on n'est pas formé à ça. Du coup, je faisais allusion aux questions de régime ou de petits plaisirs que les personnes âgées vont retrouver là où elles le peuvent, et notamment dans l'alimentation. Et parfois, on est confronté à cette question-là, est-ce que c'est bon pour eux ou pas? Et avec l'humanitude, ils mangent ce qu'ils ont envie de manger, et à l'heure qu'ils ont envie de manger. Donc le soignant, il va passer le matin pour la toilette. Si la personne n'est pas d'accord, on passe à la chambre d'à côté. C'est pas fait dans l'ordre des chambres, c'est fait dans l'ordre que les résidents ont souhaité en ce qui les concerne. Les repas, en unité protégée, les gens sont perdus dans le temps et dans l'espace, donc ne savent pas à quelle heure on mange. Ça ne veut dire même pas comment on mange. Ils mangent avec les doigts parce qu'ils ne savent pas passer à une fourchette. Et ben on les laisse manger avec les doigts, les textures sont élaborées en conséquence, parfois même reproduites par le cuisinier à l'identique de la forme initiale, mais sans le danger de l'os de poulet par exemple qui va être imagé. Et donc tout ça c'est travaillé parce que pour avoir le label humanitude, c'est 1000 critères, dont celui concernant la cuisine. Tous les salariés doivent être formés, pas que les soignants, l'ensemble des salariés. Et je voulais aussi rebondir sur un autre aspect, c'était que qui est en train de m'échapper là, c'est l'âge, notion de plaisir, notion de... Ça va revenir. Je l'ai perdu. Ben, plaisir, c'est le jeu. Le temps que tu retrouves tes esprits, je voudrais ne pas oublier de remercier la municipalité de Bassins qui nous accueille dans ce beau lieu. Et donc, est-ce que tu voudrais bien transmettre à Madame Charcot et toute l'équipe qui a soutenu notre projet nos remerciements pour cet accueil. Je voudrais aussi non seulement remercier Pierre qui a organisé, Pierre qui a co-animé, vous qui êtes venus en renfort jeudi et ce soir, mais aussi Nathalie qui s'est battue depuis 2 mois pour faire qu'on organise ces 2 journées.
Donc, est-ce que tu veux bien dire un petit mot? Oui. Et ma fille vous a laissé son téléphone si vous avez besoin d'une jeune psychologue pour accompagner les gens en difficulté. Je vous laisserai notre site internet. Vous avez des vidéos sur la respiration, sur l'éducation à la santé, des articles importants. Nathalie est formée à notre méthode Vital Respire. Ma fille est formée à la méthode Vital Respire. Il m'arrivera de revenir dans la région et on vous tiendra au courant. Et vous avez le livre où il y a plusieurs exercices qu'on a fait, que Nathalie va recevoir la semaine prochaine. Donc si vous voulez en commander, vous adresserez à elle. Merci Edouard. Merci en tout cas à tous déjà. Alors, moi ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui c'est la concrétisation et le premier pas vers un nouveau, ou renouveau, ou en tout cas une renaissance d'essentiel, de valeurs, de partage, de rencontres. C'est ce que je constate entre le 28 à l'EHPAD, les rencontres qui se sont faites, les échanges qui ont eu lieu. Et aujourd'hui, même si nous ne sommes pas aussi nombreux que je l'aurais espéré, mais je sais et je suis convaincue que ça va grandir parce que je sais dans vos regards et dans ce que vous avez vécu que cela vous parle et c'est dans notre ADN, il faut que cela se réintroduise dans nos vies. Donc c'est ce que moi j'appelle l'éducation à la santé. Il faut cultiver sa santé et c'est l'association que je vais créer. Et également, en tout cas, merci Aude Pierre, merci à Edouard pour nous apporter son savoir et son expérience dans le partage. Merci Bernard pour ta disponibilité et ce don de toi que tu as dans l'expertise et du partage. Pascal, que je découvre aussi, et voilà, vous êtes le genre de personne dont on a besoin pour renouveler en tout cas des petites conférences et que ça grandisse. Donc c'est une petite graine que j'ai plantée et je compte sur vous tous pour la faire grandir. En tout cas, merci aussi à toi, parce que sans toi aujourd'hui, enfin dans ce beau lieu, la ferme de Bressieux, et avec, tu es resté, tu m'as accompagné et je compte bien sur toi pour pouvoir continuer. Merci à tous. Voilà. Alors moi j'ai un besoin avant de partir, c'est que chacun dise dans quel état d'esprit, dans quel état d'énergie il ressent au moment de partir. Donc vous voulez bien dire un mot, une phrase? J'ai trouvé ça très intéressant. Je n'ai pas trop participé au début parce que j'ai quand même quelques petits soucis en ce moment. Santé des amis très proches, etc. Mais c'était très intéressant, très très intéressant. Je suis contente d'être venue. Oui, je suis timide, alors... Non, je rigole. Non, non. Oui, voilà. Non, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Bernard et... Pascal et Bernard. Et puis tous, quoi. Voilà. Édouard, Paul, son frère. Pierre. Ah oui, les jumeaux. On les confond. C'est pénible, c'est un problème, on va parler en euros. Voilà. Donc, Pierre-Paul Jacques. Ouais, j'y avais pensé, mais je n'ai pas dit. Donc je trouvais que c'était vraiment hyper intéressant. Et je reviendrai, je vais suivre Edouard, c'est sûr. Voilà. Et puis... Oui, puis toi aussi. Et puis, non, mais pour les liens, parce que du coup, si je veux vous retrouver, il y a YouTube, c'est bien, mais YouTube, moi je regarde plein de trucs, mais je ne vais pas aller forcément chez les neuros. En plus, avec ce qui est en plaque, j'en bouffe souvent du neuro, avec ma jeune neuro Jeannin. Je ne sais pas si. Voilà, donc c'est Cara Jeannin. Et forcément, il y a plein de choses à dire, mais c'est très cep par rapport à ce qu'on disait aussi sur. Ce qui se passe dans le cerveau. Moi je fais des trucs en kiné, avec ma kiné, je ne pouvais pas le croire. Elle me fait bouger l'orteil, le pied, toute la jambe gauche qui va très bien, et la jambe droite qui est débile, qui est morte, elle imite la gauche. Donc du coup elle remarche en imitant la gauche. Et si j'ai halluciné, ça m'a fait halluciner ce genre de truc. Et bon voilà, après je suis quelqu'un assez... optimiste de naissance
J'adore jouer, j'adore le jeu, j'adore le positif. Donc forcément, c'est vrai que j'ai eu la CEP à 57, 58, en Australie en plus. Alors il fallait traduire. Heureusement que j'avais mon mari qui traduisait tout, parce que je captais rien. Je captais, mais pas assez au niveau pour une maladie, quoi, comme la sclérose en plaques. Et effectivement, je n'ai pas pleuré. La neurologue, elle me dit vous êtes bizarre, vous êtes française. Ah ouais, vous n'êtes pas triste. Je dis mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, je ne suis pas triste. Je suis très contente d'apprendre que j'ai un mot à tout ma démarche de femme ivre, que j'ai rien bu. Voilà, je ne suis pas alcoolique. Et tous les mots que vous connaissez de la sclérose en plaques, les attitudes qu'on a, qu'en fait, on n'a rien du tout. Enfin, je veux dire, on ne sait pas ce qu'on a. Et quand on sait ce qu'on a, ah, mais c'est le bonheur. Le bonheur. Parce qu'au moins, on sait qu'on a la sclérose en plaques. Moi, j'ai celle des vieux. C'est-à-dire, je ne l'ai pas à 19 ans, comme j'ai des copines qui l'ont eu. Je l'ai eu à 52, donc j'estime que je ne suis pas jeune. Et que j'ai vécu déjà plein de trucs. Donc, bon, je me dis, bon, il faut finir en fauteuil roulant. Bon, faire de la marionnette en fauteuil roulant. Rien n'est écrit. Hein. Voilà, oui. Mais c'est vrai que vous m'avez donné plein de trucs. J'ai beaucoup apprécié forcément tout ce qu'on a fait avec le corps et tout. Bon, moi je pense au Qigong, parce que je fais du Qigong, donc il y a des exercices qu'il faut penser au Qigong. Et après la respiration, alors moi j'ai quand même un problème, c'est pour ça aussi ça m'a poussé à venir, parce que je me dis je respire pas. Et puis alors, vous me dites qu'il y a plein de gens qui sont comme moi. Ou alors on respire, mais on est en apnée en fait. Mais on respire pas bien. Alors ça ne m'empêche pas de parler, quitte à m'étouffer, parce que j'aime bien parler. Mais c'est vrai que c'est quand même super intéressant. Ouais. Et je vais approfondir les sujets là, les deux là en tout cas. Merci. Alors, moi, je suis remplie de plein de choses. J'ai pas forcément le discernement de tout ce que j'ai reçu en fait. Voilà. Je crois qu'on a été privilégiés d'être, enfin pour les organisateurs c'est moyen, mais pour les participants d'être si peu nombreux c'était vraiment un cadeau. Quoi. Voilà, la proximité, pouvoir échanger. Donc moi je connaissais un petit peu Pierre sur les webinaires, vous je ne connaissais pas du tout, donc je suis contente d'avoir découvert. Voilà, et puis vous aussi, moi j'ai une maman qui était en EHPAD, pas dans les genres de structures dont vous décrivez, donc je trouve que c'est bien s'il y a des EHPAD qui vont dans ce sens-là. Voilà. Il faut en parler à la directrice ou au directeur. Ah ouais. Et voilà, et du coup, je suis bien contente aussi d'avoir rencontré Nathalie. Je pense qu'on va garder le lien. Voilà. Et puis de pouvoir continuer à garder des informations pour la suite. Voilà. Et merci beaucoup. Alors moi, je n'aime pas trop parler, mais bon... Bienvenue. J'ai adoré cette journée. Elle m'a réconfortée parce qu'en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la vieillesse, c'est encore la vie. Et voilà, donc je me sens moins seule. Donc je peux que vous remercier à tous. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je vais dire merci. Merci à tous. Je ne savais pas que j'allais venir aujourd'hui. J'étais décédée hier soir. Et je suis arrivée, je repars remplie et émue à la fois. Merci. Imen. Bien, moi aussi, je ne m'attendais pas à faire cette rencontre avec Nathalie et Pierre. Je les ai vus arriver. Je les ai trouvés très intéressants, très motivants. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. D'habitude, comme c'est mon lieu de travail, j'aime pas trop y venir en dehors. Quand tu dis Pierre, tu parles au pluriel? Pierre. C'est toi qui es venu dans mon bureau. Et du coup, bien heureuse parce que j'avais énormément de questions. Parce que je suis entourée et je m'occupe de personnes très âgées et familiaux autour de moi. Et même pour moi. Du coup, parce que je fais un transfert. Parce que moi aussi, j'aurai quelques petits soucis peut-être. Ou pas. Et du coup, je suis très heureuse par les participants, une belle rencontre. Alors oui, comme elle disait, moi je suis heureuse qu'il n'y ait pas trop de monde. On vous a eu pour nous tous. C'est égoïste, mais c'est précieux. Ouais, c'est précieux. Et je vais quand même... je suis venue avec des demandes, j'ai eu plein de clés et des réponses, et je vais approfondir tout ça.
Merci en tout cas, merci. J'ai retrouvé ce que j'ai oublié. J'ai retrouvé ce que j'ai oublié. Deux personnes n'étaient pas là ce matin quand on a évoqué, et j'y suis pour rien, le fait que j'ai eu l'honneur de croiser la doyenne de l'humanité, Sarah Guérandon, a été 32 ans résidente au foyer Notre-Dame et décédée il y a 2 ans à 118 ans et 11 mois. Elle a été doyenne des Français, doyenne des Européens, puis doyenne mondiale. Et un des traits qu'on retrouve chez les centenaires, elle c'est une super centenaire, au-delà de 110 ans, elle avait beaucoup d'humour. Et quand un journaliste lui disait « Vous êtes la doyenne de l'humanité, vous vous rendez compte, vous êtes contente ?» Elle dit « Non, je préfère être la plus jeune. » Oui, et c'était pareil dans le journal, oui. Et en même temps, voilà, jusqu'à la fin, elle allait dans les chambres des voisines pour discuter avec elles, elle fleurissait la chapelle. Beaucoup d'activités, beaucoup d'humour. Dernier trait d'humour, comme elle voulait quand même partir, elle disait tout le temps « Le Seigneur m'a oublié ». Et puis donc, avant que Pierre conclue, je vais laisser la parole à Bernard. Je vais lui donner, mais avant ça, je voudrais vous raconter l'histoire stupide. C'est un monsieur de 93 ans qui va chez le médecin généraliste, il dit « Docteur, j'ai un revers. C'est quoi votre problème, monsieur ?» Je cours après les filles. Mais c'est merveilleux, il est quel âge ? 93 ans. Et alors, qu'est-ce qui vous embête ? Il dit, une fois que vous l'avez attrapé, je ne sais plus pourquoi je cours après. Je cours de moins en moins vite. Bon, c'est plus facile de rebondir après ça. Bon, je veux dire, donc si vous voulez me suivre, je suis actif sur les midis. Et donc là, j'ai pas mal d'articles sur tous les sujets qui traitent des émotions, de la prise de décision, des motivations quand on a un petit coup de mou, de l'adaptation au changement permanent, des rythmes effrénés et des interactions entre les gens et de l'intelligence collective. Voilà. Donc, et puis je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. Bonne soirée à tous, merci de votre attention, d'être venus, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci. Bon dimanche. Oui. Surtout sur la toile. Je peux te laisser mes coordonnées. C'est très bien, toi. C'est bien parlé.